Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous allons à Accra, la capitale du Ghana, où s'est tenu le 6e sommet de l'Union africaine auquel a pris part le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD. À Accra, berceau de la sagesse africaine, a accueilli une pléiade de chefs d'État pour le 6e sommet des coordinations de l'Union africaine. Parmi eux, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a pris part à cette réunion emblématique dédiée à l'appréciation des progrès des communautés économiques régionales en matière d'intégration économique. Depuis son instauration en 2017, ce sommet s'est imposé comme une tribune prestigieuse pour l'analyse des priorités de l'organisation continentale. Le président Guelleh, en tant que président en exercice de l'IGAD, a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement envers les réformes structurelles visant la modernisation et l'intégration. Dans une intervention éloquente, il a souligné l'importance de la vision 2063 de la ZLECA, une des réformes institutionnelles, initiative phare qui incarne les aspirations de l'Union africaine. Il a particulièrement salué le nouvel indice synthétisé d'intégration régionale africaine qu'il considère comme une mesure essentielle pour une intégration régionale accrue, une responsabilisation renforcée. En effet, ce nouvel indice promet de clarifier les rôles de chaque, minimisant les chevauchements et évitant la duplication des efforts. Malgré ces avancées, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a exprimé son inquiétude face aux obstacles exogènes freinant le développement africain. Il a appelé à une plaidoirie intégrée pour remédier aux contraintes imposées par le système économique et financier international. Nos efforts de développement resteront vains tant que le système économique et financier international continuera de maintenir nos pays dans un corset des règles et pratiques freinant les flux d'investissement vers le continent. En marge du sommet, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a tenu des entretiens bilatéraux avec ses homologues angolais et nigériens, à savoir Joao Lorenzo et Bola Tinubu. Ces discussions ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer avec un accent particulier sur les échanges et expertises entre les différentes régions économiques africaines. Le second volet de l'intervention du président a été consacré à la paix et à la sécurité, notamment dans la Corne d'Afrique. Il a déploré la crise interne et les différents dispersant les efforts de développement dans la région. Concernant le Soudan, il a réitéré le soutien de Djibouti à toutes les initiatives visant à cesser le feu durable, amorçant une prochaine retraite des médiateurs à Djibouti. Retour à Djibouti où donc une réunion cruciale s'est tenue qui parle donc d'un nouveau modèle de logement. De quoi s'agit-il? Il s'agit également d'une démonstration d'engagement politique, de collaboration institutionnelle que les autorités ont lancé cette réforme ambitieuse visant à transformer le paysage du logement. Je vous laisse découvrir la suite dans ce commentaire. Dans un élan de concertation institutionnelle exemplaire, les autorités djiboutiennes ont jeté les bases d'une révolution dans le secteur du logement. Cette rencontre marque un tournant décisif dans la promotion de la nouvelle fenêtre de garantie hypothécaire conçue et démocratiser l'accès aux prêts immobiliers. Outre les ministres, ces événements ont été rehaussés par la présence du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane Ali, de Mme Chouri Abdillahi, Mohamed, président du conseil d'administration du FOGAD et d'autres figures clés du secteur financier. L'ensemble, ils ont exposé les modalités d'un dispositif innovant destiné à rendre l'accession à la propriété plus inclusive, notamment pour les ménages et revenus modestes, souvent marginalisés par les circuits financiers traditionnels. La discussion qui a suivi permis de consolider l'engagement des banques à intégrer ce dispositif dans leurs pratiques courantes. Les ministres et le gouverneur de la Banque centrale ont encouragé les institutions financières à dynamiser le secteur immobilier tout en facilitant l'accès à la propriété pour les familles à revenus modestes. Il est impératif de dynamiser le secteur immobilier tout en facilitant l'accès à la propriété pour les familles à revenus modestes, ont-ils unanimement affirmé. Cette initiative audacieuse ouvre de nouvelles perspectives pour un secteur immobilier plus inclusif et accessible. Avec la collaboration active des institutions financières, Djibouti se tourne résolument vers un avenir où chaque famille, indépendamment de ses revenus, pourra accéder à un logement décent. Et cette conférence sur l'électrification rurale organisée par le ministère de l'Énergie et de l'Environnement avec le soutien du PNUD qui a ouvert une nouvelle ère de développement durable pour les zones éloignées en amorçant tout d'abord un dialogue stratégique pour réinventer l'avenir énergétique dans les régions les plus reculées du pays. Commentaire. C'était au Sheraton Hotel qu'une rencontre d'une importance capitale s'est tenue.
Le dialogue national inclusif sur l'électrification rurale via les mini-réseaux organisés par le ministère de l'Énergie en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette conférence a bénéficié du soutien stratégique du programme des Nations Unies pour le développement. L'événement a rassemblé un mosaïque de décideurs, experts, représentants des communautés rurales, tout engagés dans un élan et dans la même ambition, offrir une électrification stable et durable aux zones souvent négligées. Dès les premiers instants, la salle a été empreinte d'une atmosphère de gravité, de promesses. Le mur était orné de cartes détaillées des régions rurales ou des points rouges marquant les sites potentiels pour les mini-réseaux électriques. Ces cartes, véritables symboles d'espoir, ont servi de toile de fond ou d'échanges intenses qui ont suivi les tables rondes. Soigneusement disposées, étaient chacune nommée selon les affiliations participants, favorisant une collaboration fertile et dynamique. Les témoignages émouvants des représentants des communautés locales ont ajouté une dimension humaine essentielle au débat, soulignant que chaque initiative d'électrification impacte profondément les conditions de vie des populations. Les discussions ont relevé une détermination collective à surmonter les défis techniques, financiers pour atteindre l'objectif commun, l'accès universel à l'énergie, pierre angulaire du développement durable. Dans l'actualité internationale, cette fois, le crime le plus odieux est-il celui de s'habituer à se taire? C'est ce qui se passe dans la bande de Gaza que je vous laisse découvrir dans ce commentaire. Les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont laissé de nombreuses mosquées en ruine, forçant les habitants à parcourir de longues distances pour trouver un lieu de prière. Ashraf Khatab, résident de Der al-Balah, décrit la situation avec amertume. Ici, vous aviez la mosquée. Depuis le début de la guerre, les gens ont foncé et cessé de prier ici. Lorsqu'elles ont été bombardées, les prières quotidiennes du vendredi ont été interrompues. Depuis le début du conflit en octobre, des dizaines de mosquées ont été détruites par les frappes aériennes israéliennes, intensifiant les difficultés pour les fidèles de Gaza. Cependant, la destruction des mosquées n'est pas le seul problème auquel les habitants sont confrontés. Le manque d'eau aggrave encore la situation en rendant difficile l'accomplissement des ablutions rituelles avant la prière, comme l'exige la tradition islamique. Les systèmes de distribution d'eau, déjà fragilisés par 9 mois de conflit, sont aujourd'hui presque totalement dysfonctionnels. Ismaël Al-Goul, déplacé de Brouch, témoigne que la plupart des mosquées ont été bombardées. Avant de prier, il faut se laver. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se laver, car il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui rappelle les rituels que nous avions d'habitude de pratiquer. Certaines mosquées sont vides. Le conflit a commencé, rappelons-le, le 7 octobre 2023. Et pour clore ce focus, nous allons à Paris pour parler des JO de Paris. Eh bien, un appel pour la paix qui a été lancé au village olympique. La suite dans cette séquence. Aux yeux des Jeux Olympiques de Paris 2024, des athlètes venus des 4 coins du globe ont gravé leur nom sur les poteaux du mur de la trêve, symbolisant leur engagement pour la paix mondiale. Cette initiative soutenue par les dirigeants du Comité international olympique de Paris 2024 vise à lancer un appel en faveur de la paix et à un moment où de nombreux conflits, y compris la crise entre la résistance du Hamas et Israël, secouent la planète. Thomas Bach, président du CIO, a souligné l'importance du rôle des athlètes comme ambassadeurs de la paix. Aujourd'hui, vous les athlètes olympiques, vous êtes les ambassadeurs de la paix de notre temps. Vous venez des territoires de 206 comités nationaux olympiques, de l'équipe olympique, des réfugiés. En tant qu'ambassadeurs inspirants, vous faites partie de la paix et des Jeux Olympiques, un symbole de paix. Puis cet appel inspirer tous les dirigeants politiques du monde pour qu'ils agissent enfin en faveur de la paix, a-t-il déclaré. L'objectif est clair, œuvrer en faveur de la paix afin de permettre à chacun de résider dans un environnement traditionnel. Parmi les participants, des hommes et des femmes ayant été contraints de quitter leur pays, former l'équipe des réfugiés. Ces athlètes défendront fièrement les couleurs de l'équipe olympique des réfugiés à Paris. C'est ainsi que prend fin ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.